Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour durant 1 heure dans la gestion de vos finances personnelles. À 13h donc sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord dans Patrimoine thématique Pascal Boulanger, le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, avec qui nous ferons un point sur les logements neufs, donc sur la promotion immobilière et sur les grands enjeux que traverse le secteur en ce moment. Nous nous intéresserons ensuite dans Enjeux patrimoine à la notation et à la prise en compte du profil de risque des épargnants dans le choix des placements proposés par les professionnels. Nous en parlerons avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni, et Cédric Genet, associé fondateur chez Carat Capital. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous retrouverons Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Nous évoquerons avec elle et nos invités le sujet de la gestion à impact, mais aussi celui des NFT. Peut-on les considérer comme des placements au sens traditionnel du terme? Et nous finirons ensuite cette émission avec une chronique de Maître Antoine de Ravel d'Esclapon qui s'intéressera à la famille recomposée. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis au sujet immobilier. On va se consacrer durant cette interview au sujet plus précis de la promotion immobilière. On fait le point sur ce secteur avec Pascal Boulanger, le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors la Fédération des promoteurs immobiliers a publié il y a quelques semaines maintenant son observatoire statistique national pour le second semestre 2021. Et on constate très rapidement, si on regarde par le petit bout de la lorgnette, que les prix augmentent et le nombre de ventes augmente, mais c'est une tendance en trompe-l'œil, en tout cas qui mérite d'être commentée, parce qu'on n'est toujours pas revenu en 2021 sur les niveaux d'activité de 2019, Pascal Boulanger. Alors c'est parfaitement vrai. Quand on dit que ça augmente, nous on ne regarde pas trop les chiffres de 2020 parce que année Covid, les chiffres c'est un petit peu n'importe quoi pour 2020. D'accord, mais parce que ça s'est complètement arrêté en 2020 ? Oh oui, les bureaux de vente étaient fermés, les agences immobilières étaient fermées, oui, les réseaux ne fonctionnaient pas. Donc 2020 est une année que nous on regarde pour mémoire, mais on ne regarde pas vraiment. D'accord. Notre année de référence, c'est vraiment 2019. Et là, nous n'avons pas beaucoup de raisons d'être heureux, puisque les chiffres sont moins bons qu'en 2019, aussi bien au niveau des ventes, mais surtout au niveau de l'offre et des autorisations de construire. D'accord, donc là, il y a trois sujets. Il y a les ventes, l'offre et l'autorisation de construire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, on n'est pas au même niveau d'activité que 2019 ? Alors que, bon, que l'année 2020 soit une parenthèse, on comprend bien. Mais là, on pourrait se dire que l'activité repart. Le marché immobilier dans l'ancien, par exemple, commence à repartir aussi, voire certains nous disent qu'il est déjà reparti. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur de la promotion immobilière ? Alors nous, ce n'est pas du tout par rapport au Covid. D'accord. Il s'est passé, comme vous le savez, en 2020, des élections municipales. Et toutes les époques qui précèdent les élections municipales font que certains élus disent doucement sur les projets, c'est peut-être pas le moment d'aller mettre des chantiers dans ma ville ou faire un peu d'animation. Bon, d'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, avec lequel on vit. Là, il s'est passé un phénomène, c'est qu'après les élections, les maires dits bâtisseurs se sont trouvés pour la plupart battus par des maires à tendance non bâtisseurs, des maires plutôt écologiques. D'accord. Et cela a fait une espèce de contagion sur l'ensemble des autres maires. Et aujourd'hui, il est classique pour les promoteurs de voir des maires qui leur disent « Je sais que le PLU le permet, je sais que je n'ai pas le droit de vous refuser le permis, mais je ne le signerai pas quand même. » D'accord. Donc on arrive à une chute de l'offre à cause de cette réaction. Mais alors pourquoi ? Parce qu'il est de bon ton quand on est dans une mairie de refuser un nouveau chantier de promotion immobilière. Pourquoi ? Parce que ça a mauvaise presse au niveau des administrés ? Oui, moi je ne stigmatise pas les maires. Ils ont reçu un mandat, ils sont au service de leur population. Simplement, aujourd'hui, c'est la population complète qui refuse l'acte de construire. D'accord. Il est là notre problème. Vraiment, il s'est passé quelque chose d'important depuis quelques temps. Ça a été vraiment marqué par ces élections municipales. Et les autorisations de construire chutent énormément chez nous, les promoteurs. Donc ça veut dire que concrètement, il y a des projets qui étaient potentiellement dans les tuyaux qui aujourd'hui ne peuvent plus sortir de terre parce qu'il n'y a plus les autorisations en fait, de les faire sortir de terre dans les municipalités dont vous parlez. Oui, c'est généralisé sur tout le territoire ou il y a des tendances quand même, il y a des endroits où c'est plus... Bien évidemment, ce n'est pas tous les maires, ce n'est pas dans toutes les municipalités, mais c'est une grosse tendance qui est sur tout le territoire, pour répondre à votre question. Il y a ça, soit on n'a pas d'autorisation de construire, soit les maires réduisent très fortement les constructibilités permises par les PLU. D'accord. Ouais. Donc effectivement, on a une chute de l'offre, très forte chute de l'offre. Une chute de l'offre, et est-ce que ça s'accompagne d'une chute de la demande ? Si personne ne veut de chantier, ça veut dire que personne ne veut les habiter, ces immeubles, ou c'est plus complexe que ça ? C'est beaucoup plus complexe que ça et simple à la fois.
on fait moins de ventes parce qu'on a moins d'offres. D'accord. Donc, par contre, tout ce qu'on a à vendre, on le vend correctement. D'accord. Donc, Ouais. nous, on analyse ça non pas comme une chute de la demande, mais une chute de l'offre. D'accord. Les ventes baissent effectivement parce que comme il y a moins d'offres, il y a moins de ventes. Et alors, est-ce que ça a un lien potentiellement avec l'endroit où ces immeubles, enfin où ces projets sont intégrés aujourd'hui? Vous êtes quoi, plutôt en centre-ville, plutôt en première périphérie? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ces projets? Alors, nous, les promoteurs, on se rend compte quand on analyse nos marchés qu'on est plutôt des bâtisseurs dans les centres-villes D'accord. et dans Ouais. les grandes communes. Donc dans des endroits généralement assez denses. Oui. Et donc là, l'idée, c'est que la municipalité ne veut pas qu'il y ait plus de projets dans ces centres-villes, du coup. Alors, dans les centres-villes ou ailleurs, Oui. ce que je vous disais Bien tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'une baisse Généralisée, oui. de la volonté de construire. Mais comme nous, parce qu'il y a des histoires de zones tendues, de secteurs Pinel A, B, Bien sûr, oui. B1, B2, je ne sais pas si vous savez tout ça, mais bref, on est plutôt dans les zones dites denses. D'accord. Et même dans ces zones dites denses, on a beaucoup de mal à obtenir des autorisations de construire. Alors, le gouvernement semble quand même avoir conscience de cette difficulté. Il y a peut-être plusieurs initiatives, mais il y en a deux que je peux vous redonner. Déjà, François Rebsamen a pris la tête d'une commission Oui. pour la relance durable de la construction de logements. Jean Castex a, lui, annoncé de son côté récemment des mesures pour favoriser la construction de HLM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, lui aussi, a conscience de ce besoin, finalement, de faire sortir les projets de terre, parce que légalement, les projets peuvent sortir, mais c'est juste qu'il y a une volonté il y a un manque de volonté d'un certain nombre d'élus de les voir sortir de terre, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis la loi de mars 82, donc c'est pas hier, Bien sûr. ce sont les maires qui signent les permis. Et si Mhm. le maire ne veut pas signer le permis, c'est difficile de l'y contraindre. Alors on peut passer par des déférés préfectoraux, on peut passer par les tribunaux administratifs, mais on n'a pas envie. On préfère quand même le gré à gré, la discussion. Bien sûr. Cela dit, Madame la ministre du Logement, Madame Emmanuelle Vargon, que je rencontre quand même assez régulièrement, Mhm. a pris conscience de ça. Et elle-même se dit, les chiffres vont pas bien. D'accord. C'est Ouais. elle-même... C'est-à-dire quoi, elle-même dit qu'il n'y a pas assez de logements Bien sûr, aujourd'hui. il n'y a pas assez de oui. construction, bien sûr. Et donc, elle-même a saisi directement Monsieur le Premier ministre pour dire qu'il faut faire quelque chose, d'où la commission Rebsamen que nous saluons. Nous l'avons appelée cette réflexion. Hein. Donc, on est tout à fait solidaire avec la création de cette commission. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de cette commission? Parce qu'elle est assez récente pour le coup. Donc là, pour le coup, les conclusions ne sont pas encore sorties. Alors, il y a eu déjà un première série de conclusions, mais les conclusions finales ne sont pas sorties. Nous, ce qu'on attend, c'est une aide aux maires bâtisseurs. D'accord. Et peut-être une sanction aux maires qui délibérément bloquent les PLU. Ce n'est pas possible de rester comme ça. Alors, les aides peuvent être fiscales, elles seront financières, elles seront fiscales. Les sanctions peut-être aussi également, mais il n'est pas possible que quand le PLU permette vraiment, en plein centre-ville où ça gêne personne, qu'un élu refuse. Et alors, ça, pour le coup, les aides aux maires bâtisseurs, ça vaut dans le HLM. Jean Castex a annoncé pour le coup des mesures pour favoriser la sortie de terre de HLM. Ça va dans le bon sens pour le coup? Alors, oui et non. Moi, je ne suis pas en train de distinguer entre logement social et logement privé. D'accord. Sachez d'ailleurs que nous, les promoteurs, nous réalisons environ 56% du logement social en France. D'accord. Beaucoup de bailleurs sociaux achètent directement ce qu'on appelle en VFA, Mhm. en vente en état futur d'achèvement, chez nous, les logements qu'ils géreront après. Bien Donc sûr. moi, je ne distingue pas. Je suis simplement en train de dire, attention, l'acte de construire est en danger. La population, en plus, c'est la population qui est bien logée souvent, qui est contre. D'ailleurs, ça pose un problème éthique, mais ça, c'est un D'accord, autre sujet. Donc, il faut faire quelque chose. Je ne distingue pas. Hein. Je dis vraiment, l'acte de construire par lui-même est en danger. Et alors, il y a un autre sujet qui est assez récurrent aujourd'hui dans l'immobilier, c'est de l'impact d'un projet immobilier, de l'impact écologique. Dans l'ancien, on parle de rénovation. Il y a eu cet imbroglio autour du DPE. Dans le neuf, il y a des normes de plus en plus précises sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Globalement, on sait que on ne peut pas on ne peut pas faire sans. Vous, ça a un impact sur votre activité, ces normes écologiques de plus en plus précises? Alors, nous, la position de l'AFPI est très claire là-dessus. On est assez favorable à ces normes. D'accord. Pourquoi je ne dis pas totalement, je dis assez favorable, parce que celles qui ont un coût exorbitant, on demande de prendre un peu de temps. D'accord. Il y en a qui ont un coût exorbitant aujourd'hui pour les promoteurs? Vous savez, quand vous faites des isolations par l'extérieur, quand vous faites toutes ces isolations, ça a un coût, c'est Bien évident. sûr, Donc, nous, ce qu'on dit, attention, ne pas oublier quand même l'acquéreur qui, au final, c'est quand même lui qui paye tout ça. Il ne faut pas le désolvabiliser. Alors, aujourd'hui, on a de la chance, puisque les taux d'intérêt sont très bas. Donc, on a resolvabilisé une clientèle. Donc, oui, pour les normes.
oui à un développement durable. Là-dessus, il n'y a pas de sujet chez nous. Attention, n'oublions quand même pas l'acquéreur. Et alors, l'acquéreur, aujourd'hui, alors c'est quoi? C'est qu'il ne comprendrait pas que ce soit plus cher ou il n'aurait pas les moyens de payer plus? Parce que si effectivement ça vous coûte plus cher à vous, ça va se reporter sur l'acquéreur. Et donc du coup, lui, il pourrait le comprendre, par exemple, que ce soit mieux isolé, mais que ça lui coûte moins cher en chauffage ou qu'il ait moins besoin de chauffer Je pense pendant que l'hiver. c'est Ouais, pas une question de compréhension, c'est une question de moyens. d'accord. Un moment, vous savez, la France aime bien donner toujours les exemples, et on est quand même l'un des pays qui surenchérit même sur la norme européenne. Moi, je dis OK. Oui, c'est vrai que dans pas mal de domaines, Oui, il y a pas que dans on notre- donne la tendance. il n'y a pas dans notre domaine. Donc je dis pourquoi pas. Mais attention, au final, quand même, n'oublions pas l'acquéreur, c'est lui qui paye. Et donc, quand c'est un acquéreur qui fait une défiscalisation dite loi Pinel, par exemple, bon, il retrouve cet équilibre dans son gain d'impôt, dans la défiscalisation. Quand c'est par contre un acquéreur qui fait ce qu'on appelle, nous, les primo-accédants, des fois, ça coince. Donc attention, voilà. Et alors, pour finir, alors on a parlé effectivement de ces maires qui ne veulent plus donner les permis de construire ou les normes écologiques. Tout ça, en fait, c'est une tendance de fond qui a été accélérée avec le Covid, mais qui était déjà présente avant. Est-ce que vous voyez, par exemple, avec le Covid, cet exode dont on parlait, dont on a entendu parler à cette période-là, cette volonté d'avoir plus d'espaces verts à proximité, d'avoir plus d'espaces extérieurs dans les logements? Est-ce que vous voyez que la demande, elle, a fortement évolué? Alors, votre question est multiple. On voit bien une demande, notamment sur les espaces extérieurs des logements. D'accord. Mais Donc on des a balcons, regardé, des oui, terrasses, balcons, ou autres, terrasses, jardins. etc., Ouais. bien sûr. Nous, on a regardé un peu plus de 90% des logements que nous réalisons ont déjà des espaces extérieurs. D'accord. Quand il n'y a pas, c'est que soit le terrain ne le permet pas parce qu'il y a un problème de constructibilité, ou des fois des PLU qui ne nous permettent pas. Mais plus de 90%, on a des espaces extérieurs. Sur cet exode dont j'entends beaucoup parler, nous, on ne le voit pas réellement. Pour deux raisons. On pense d'abord qu'il y a une petite exagération. D'accord. Deuxièmement, comme nous, on construit vraiment dans les centres, on n'a pas aussi l'offre pour ceux qui vont dans des villes Bien sûr, moins oui. importantes. Par contre, si demain on se rend compte que la demande est là, on saura y répondre. C'est notre métier. Et peut-être que du coup, ce sera plus simple d'obtenir des permis de construire si jamais on n'est plus en centre-ville, mais un petit peu plus loin. Que tout le monde vous entende. Merci beaucoup Pascal Boulanger. Je rappelle que vous êtes le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. C'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, où nous allons nous poser la question de cette fameuse notation de profil de risque que chaque CGP doit réaliser lors de l'entretien avec son client. Une démarche qui vise à s'assurer que le professionnel conseille des produits financiers en phase avec le risque que le client est prêt à prendre. Un sujet qui revient régulièrement sur ce plateau. On parle, vous le savez très souvent, de couple rendement-risque. Nous avons donc décidé d'en faire un sujet à part entière et nous allons en parler avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni, et Cédric Jeunet, associé fondateur chez Cara Capital. Bonjour à tous les deux, bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec vous, Cédric Jeunet, donc associé fondateur chez Cara Capital. Vous êtes CGP, vous conseillez les personnes qui sont dans votre bureau dans la gestion de leur patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est cette démarche de notation du profil de risque? Quelqu'un vient chez vous, c'est la première fois que vous le rencontrez, il veut investir une somme, quelle qu'elle soit, et là, il y a un procédé par lequel vous êtes obligé de passer pour quantifier le risque que l'épargnant est prêt à prendre. Oui, effectivement. Alors, il y a tout un ensemble de choses à suivre dans le cadre du process réglementaire qui s'impose à notre métier. Et effectivement, il faut qu'on aboutisse à une notation du profil de risque du client d'une échelle de 1 à 7, selon les profils de risque. Et en fait, il y a 3 éléments clés. Le premier, c'est la connaissance du client, qui il est, quels sont ses revenus, son patrimoine, etc. Ensuite, son expérience d'investisseur, est-ce qu'il a déjà fait des investissements, lesquels, quel type de classe d'actifs, et puis surtout sa réaction face à l'évolution potentielle des investissements. Donc il faut le mettre en situation de risque. D'accord. Comment réagissez-vous si vous avez perdu de l'argent? Comment réagissez-vous si vous avez une information que les marchés financiers ont perdu 10% ou autre? Donc on a ces 3 éléments clés qui ensuite nous permettent de déterminer quel est son niveau de risque. Évidemment, tout cela étant plutôt automatisé.
D'accord, donc ça veut dire que, parce que là vous nous avez parlé de connaissance du client ou de niveau de patrimoine, entre guillemets, ça rentre également en compte dans la notation du profil de risque. Il ne suffit pas de se demander si telle ou telle personne est plutôt averse au risque ou au contraire n'aime pas trop, aime prendre du risque. Là, va y avoir un sujet de si vous voulez investir 100 000 euros, mais qu'en fait la totalité de votre patrimoine c'est 110 000 euros, bah, on ne va pas vous mettre une note de 7 quant à votre profil de risque. Non, ça ne se fait pas juste comme ça, effectivement. Le procédé est un petit peu plus précis, un petit peu plus complexe. Évidemment, avant de rentrer dans tout le process, on lui pose un peu la question et on échange avec lui pour comprendre quand même qui il est et quelle est sa position et ce qu'il veut faire du risque. Ouais. Mais il n'empêche qu'on le rentre quand même à un moment donné dans un procédé très précis avec un certain nombre de questions pour atteindre un résultat. Ce résultat est dérogeable. Et donc après, effectivement, en fonction de son appétit sur certaines classes d'actifs, on va voir si on déroge ou pas le profil, sachant qu'à chaque fois, cette dérogation devant être justifiée, eh bien, on va la construire avec lui. Parce qu'ensuite, donc en fait, ça aboutit à une note entre 1 et 7. Oui. 1, c'est prudent, très prudent même. Très prudent. 7, c'est beaucoup moins prudent. En fait, grosso modo, c'est la volatilité attendue du portefeuille qui est un petit peu le juge de paix sur cette échelle de 1 à 7. Il y a d'autres éléments, mais c'est quand même la volatilité qui est le composant principal. 1, c'est je ne tolère aucune fluctuation négative de mon patrimoine, en résumé. Et 7, ce sont ce qu'on appelle des profils agressifs où on attend des volatilités supérieures à 25%. D'accord. Donc, effectivement, il faut aller les chercher. Pour rappel, le marché action est largement inférieur à 25% de volatilité. Donc, il faut aller chercher des actifs vraiment risqués pour atteindre un profil de 7, ce qui, honnêtement, est assez rare. Est-ce que vous constatez que pour aller de 1 à 7, il y a un niveau de connaissance financière des gens avec qui vous échangez qui lui aussi monte de la même manière ou pas forcément ? Non, malheureusement. Malheureusement. Bon, c'est pour le coup, dans une émission qui s'appelle Enjeu patrimoine, je crois qu'on peut parler de l'enjeu principal de notre métier, c'est l'éducation financière de nos clients. Même si on a la chance d'accompagner, nous, dans notre métier, plutôt des chefs d'entreprise, donc des gens qui ont une vraie connaissance de l'environnement économique. Bien sûr. Pour autant, l'éducation financière en tant que telle ne permet pas de faire une corrélation entre le profil de risque et le niveau de connaissance des marchés financiers. Alors on va parler du même sujet mais d'un point de vue plus digital juste avant. Est-ce que vous pouvez là à la volée nous dire par exemple un produit qui correspondrait, je sais pas, à un niveau de risque 3 mais qui correspondrait pas à un niveau de risque 6 et inversement un produit à un niveau de risque 7 mais qui correspondrait pas à un niveau de risque 1 ou c'est plus complexe qu'un simple type de produit, mais après ça va être l'allocation sur l'assurance vie par exemple ou sur le PER. Chaque produit a une classification, donc je peux vous citer des produits dans chacune des catégories, ce qui en revanche ne présente aucun intérêt en soi. D'accord. Puisque par définition, un client ne va jamais investir sur un produit. Bien sûr. Oui. Un épargnant diversifie son épargne et donc c'est la construction de son allocation d'actifs. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre travail. Et une fois qu'on a défini son profil de risque, on va construire une allocation d'actifs avec une multitude de solutions d'investissement et d'épargne qui vont lui permettre de respecter son profil de risque. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on peut avoir une notation de 3 ou 4 et pour autant investir dans quelque chose de très risqué, mais une partie infime de son capital qui va être diversifiée par une allocation d'actifs plus générale. Exactement. Et notre rôle, c'est, si le client veut trop investir sur des actifs qui ont tendance à aller vers le numéro 7, c'est de dire non. En revanche, il faut qu'on redescende un petit peu. Charlotte Tamer, donc vous êtes directrice conseil chez Yomoni. Yomoni, c'est une solution qui est 100% en ligne, qui propose d'investir via les ETF. On pourra en dire un petit mot. Ce sujet de la notation, de la compréhension du profil de risque de l'épargnant, elle est abordée de manière similaire ou différente quand on est 100% en ligne et pas forcément dans le même bureau en train de discuter sur le profil, le patrimoine ou la réaction aux différentes réactions des marchés? Alors, juste peut-être pour petite précision, nous sommes une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Donc, vérifier l'adéquation du profil du client avec le profil qu'il choisit, avec le choix de l'allocation, c'est quand même une obligation assez forte. Bien sûr, sur laquelle on est aussi extrêmement contrôlé. Donc, c'est pas quelque chose avec lequel on rigole. Sur la partie digitale, au final, c'est assez similaire. On vérifie la même chose que les CGP. D'accord. C'est-à-dire qu'on va faire
quand vous démarrez, en fait, chez Yomoni, vous avez le choix d'être totalement indépendant, soit d'être accompagné. On a aussi développé une solution un peu plus humaine, peut-être pas au niveau d'un CGP, bien évidemment, mais on apporte un échange téléphonique global avec notre client. Donc ça, c'est aussi possible. On essaye de mettre l'humain là où il est encore nécessaire. Et ensuite, quand vous démarrez un projet de souscription, que vous soyez seul ou que vous soyez passé par votre conseiller, vous souscrivez via une plateforme en ligne. Et cette plateforme commence par un questionnaire d'adéquation. Donc on va rentrer ces informations. On va rentrer ces informations, on va tester le patrimoine global du client, on va tester son expérience des marchés, son aversion au risque, mais aussi, et je pense que c'était induit dans ce que vous avez démontré juste avant, on va démontrer aussi sa durée d'investissement. Parce que bien évidemment, le projet du client, alors tout dépend si on travaille sur un projet ou sur l'ensemble du patrimoine, mais bien évidemment, la durée d'investissement, c'est-à-dire que si vous avez 2 ans devant vous avant d'acheter votre résidence principale ou si vous avez 15 ans devant vous avant votre projet retraite, on ne va pas du tout aller sur le même horizon de risque. Donc bien évidemment, je pense qu'on est tous soumis à la même réglementation qui est issue de MiFID II. On est tous issus de la même réglementation avec la même sévérité, mais ce qui est assez logique par rapport aux enjeux que sont ceux de l'investisseur. Et alors pour le coup, vous n'aboutissez pas à une note entre 1 et 7 pour le coup, mais vous aboutissez à est-ce que le choix que vous faites chez Yomoni correspond globalement à au risque que vous pourriez prendre selon notre vision des marchés financiers? Alors nous, on a cette évaluation entre 1 et 7. Customisé pour qu'elle soit encore plus pédagogique. Après, ça va dépendre des enveloppes. Je vais vous donner 2 exemples, celui de l'assurance vie et l'exemple du PER. Sur l'assurance vie, vous finissez sur une notation entre 1 et 10. Et retraduit en notation, on va dire, officielle. Les profils allant de 1 jusqu'à 3 sont une classification plutôt prudente. De 4 jusqu'à 6, vous êtes sur des profils plutôt dits équilibrés, qui vont revenir à une notation 3-4 sur l'échelle que vous avez indiquée juste avant. Et à partir du profil 7, on est sur des investissements de type 5. Voilà. Et donc là, on va chercher effectivement plus de risques et normalement plus de rendement. On va aller chercher plus de rendement. Donc après, nous, on a une manière d'onboarder qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que soit en fait la personne va venir avec un projet précis, une somme précise à investir, et donc là, au final, on va vraiment tester l'ensemble de son patrimoine, etc., mais surtout et aussi la durée de son investissement. Mais là, par exemple, l'ensemble de son patrimoine, quand je viens, mettons, j'ai 10 000 euros à investir chez Yomoni parce que j'ai défini en amont que ça faisait partie de ma stratégie patrimoniale, puisque du coup, je viens investir sur faire un investissement précis. Vous arrivez à récupérer les informations sur l'ensemble du patrimoine de la personne? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le KYC, c'est la connaissance client, et le KYC doit en plus être obligatoirement mis à jour à chaque année. En fait, le client est questionné et doit mettre à jour tout événement important qui est possible de faire modifier cette structuration patrimoniale globale. Donc s'il n'a pas acheté d'appartement ou de maison quand il a investi chez vous, mais que 2 ans après il l'a fait, là pour le coup, il doit préciser qu'il a changé son... Normalement. Alors, ce qui est compliqué avec cette réglementation, c'est que tout dépend comment elle est amenée. Donc, je pense que tout le monde essaye de faire un énorme travail de pédagogie et faire comprendre à l'investisseur, et c'est ce que dit la loi, que cette réglementation, elle est là pour le protéger. De qualifier l'investisseur de non professionnel lui permet aussi d'avoir des possibilités de recours si à un moment donné, il a été mal conseillé, parce que ça peut arriver également. Mais après, c'est l'investisseur, c'est purement déclaratif de sa part. Donc nous, on n'est pas la police, on n'a aucun pouvoir. Vous êtes tributaire de ce qu'il vous a dit. On est tributaire et on essaye de lui faire comprendre que cette réglementation, elle va dans le sens de sa protection. Alors généralement, les gens... généralement, ils font un projet d'investissement, ils ont envie d'être encadrés, ils ont envie que tout se passe bien, donc ça se passe plutôt bien. Et puis parfois, il peut y avoir des cas un petit peu plus complexes qui sont traités un petit peu différemment. Mais ça vous arrive de dire à des gens, non, en fait, là, au vu de votre situation, n'investissez pas ou n'investissez pas de la manière dont vous l'avez anticipé? Oui, effectivement, ça arrive. En fait, nous, comme on a un algorithme, en fait, on a fait confiance à un algorithme sur le questionnaire qui définit le profil de risque du client. Et en fait, en fonction des réponses que vous apportez sur votre patrimoine, sur vos connaissances, vos expériences et votre durée d'investissement, eh bien, les profils d'un certain niveau, si vous avez répondu de manière plutôt prudentielle, les profils ne sont pas accessibles. D'accord. Et donc, vous refaites le questionnaire. Enfin, c'est un peu le jeu. Oui, c'est ça. Vous refaites le questionnaire. Mais normalement, les infos n'ont pas changé. Mais donc, en fait...
Et Pour si retrouver la jamais, cohérence. voilà, et si jamais, même dans l'arbitrage, c'est-à-dire que si quelqu'un est arrivé sur un profil 3, qui est un profil plutôt prudent, qui va avoir soit une aversion au risque importante, soit un projet plutôt dit de court terme, sous 2-3 ans, si cette personne veut du jour au lendemain passer en profil 7, d'accord, ça crée une alerte, en fait, nous, sur notre base. Et en fait, on doit avoir un contact téléphonique avec la personne pour être sûr qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de faire, ce à quoi D'accord. elle s'engage. Mais c'est un vrai sujet. On revient sur le sujet de la connaissance et de l'éducation financière en fait des épargnants. C'est primordial. Et vous faites le même constat qu'il y a un manque de connaissances financières aujourd'hui des gens qui veulent investir? Complètement. Beaucoup de gens se disent soit pas intéressés, soit pas concernés, sauf que la capitalisation au sens large aujourd'hui est en train de devenir un sujet sociétal. Ce n'est plus la question de quelques personnes qui ont de l'argent à placer, j'extrapole un petit peu, ou qui ont envie de trader, de s'amuser, parce que pour certains, c'est aussi une Bien sûr, passion. ouais. Mais là, on arrive notamment sur les sujets de la retraite, sur un sujet sociétal qui va devenir l'affaire de toutes et de tous. Et donc, au final, on se retrouve face à des gens qui soit n'ont jamais épargné, ne serait-ce que épargné, d'autres personnes qui n'ont jamais investi. Et donc, au final, oui, il y a tout un travail qui n'est pas si lourd que ça, qui est une démonstration assez logique au final. Oui, mais qu'il faut faire, effectivement, et dont on n'a pas. Et vous, Bien sûr. Cédric Jeunet, vous faites le même constat? On voit par exemple des investissements, notamment en crypto-monnaie, ou très risqués, où on a vu pas mal de nouveaux investisseurs arriver d'un coup. Vous faites, vous, le constat de voir des gens arriver en disant tiens, je veux investir dans le Bitcoin, mais en fait, vous faites la qualification du risque, et puis non, désolé, mais vous, c'est plus fonds euros, ou à la limite un peu d'actions, mais pas plus. Oui, c'est effectivement, on voit ça, pas quotidiennement, mais pas loin. Il y a une forme d'incohérence qui est assez flagrante aujourd'hui entre je ne veux pas prendre de risques parce que je veux préserver mon patrimoine, mais je veux absolument être investi sur les nouveautés. Bien Donc, sûr. je veux être investi sur les crypto-monnaies et toute autre valeur qui peuvent être un peu Bien sûr, sensibles ouais. et un peu très volatile. On parle beaucoup du Bitcoin. C'est pas du tout la crypto-monnaie la plus volatile. Donc, Bien sûr, c'est oui, un bien petit sûr. peu compliqué. La difficulté qu'on a, c'est que nous, on a une approche globale du suivi et de la gestion de nos patrimoines, du patrimoine de nos clients, pardon. Donc, on a la chance, quand ils investissent sur des crypto-monnaies via des plateformes X ou Y sur lesquelles on n'a pas les yeux, ils nous informent de ça. Donc, on arrive à ajuster le profil de risque en tenant compte de ça. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est que un épargnant va être multibancarisé ou multiplateforme ou autre. Oui, donc pareil, il vous dit ce qu'il veut en fait. Et donc en fait, il y a une le sujet est le même. difficulté dans la construction cohérente d'une allocation d'actifs par rapport à la réalité de sa situation de profil de risque, parce qu'on n'a pas forcément accès à toute l'information. Donc c'est vrai que nous, on a cette chance-là, parce qu'on a fait le choix d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs besoins. Donc on peut ajuster et tenir compte de ce qu'ils font, et sans les conseiller sur les crypto-monnaies, parce que c'est pas du tout notre métier. Bien sûr. Ajuster les autres classes d'actifs en conséquence, mais on a une vraie difficulté à ce niveau-là. Et c'est vrai que... Et très rapidement, ça arrive souvent que vous dites non, il ne faut pas y aller pour les crypto-monnaies, et qu'en fait, de toute façon, à partir du moment où l'épargnant a décidé d'y aller, il ira quoi qu'il arrive. Alors, si je lui dis non, il ne faut pas y aller, je n'aurai pas gain de cause. Oui. En revanche, de lui expliquer qu'il faut une proportion cohérente par rapport à l'ensemble de son patrimoine, et que éventuellement, il faut réduire le risque par ailleurs sur des actions ou autres, pour compenser la prise de risque supplémentaire qui viennent des crypto-monnaies. Là, ça fait un peu plus sens pour l'épargnant. Et ça, c'est notre... Charlotte Tamer, on finira rapidement par cette question. Vous faites ce constat, vous aussi, cette volonté d'aller vers des actifs très risqués, ou en tout cas d'avoir des positions très risquées. Et en fait, quand il y a un échange, quand vous avez récupéré les informations, alors vous disiez, les profils ne sont pas accessible si jamais on n'est pas prêt à prendre suffisamment de risques, mais il suffit de refaire le questionnaire. Est-ce que vous voyez comme ça qu'il y a des investisseurs qui, ils rentrent les informations, mais finalement ce qui les intéresse, c'est d'aller vers telle chose, en fait, que le choix a été fait avant même de venir vous voir quelque part? Ça dépend des investisseurs, parce que je pense qu'on a beaucoup de gens un peu néo-investisseurs, de type néo-investisseurs, qui viennent nous voir, donc qui suivent quand même la recommandation donnée par l'algorithme. Et après, je dirais, ce qui peut faire varier ce résultat d'algorithme et le choix final du client, c'est que, en fait, tout est ce que disait Cédric juste avant, c'est une question de global. Est-ce que vous faites le questionnaire en pensant à votre patrimoine au sens large, ou est-ce que vous le faites en pensant aux 50 000 euros, je ne sais pas, à 10-15% du patrimoine que vous êtes directement en train d'investir? Bien sûr. Et en fait, c'est ça, et nous, c'est la partie conseil qu'on va engendrer derrière, sur lequel on va avoir des échanges téléphoniques avec les clients, de faire une analyse plus globale, où il arrive parfois
qu'entre le profil global, qui est peut-être un profil de type 4, va nous amener quand même à placer 100 000 euros sur un profil 10 en assurance vie, parce que l'équilibre sera là. Bien Donc sûr, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quant à la volonté de l'investisseur de tout dire ou de ne pas tout dire, je dirais que c'est un peu comme chez le médecin, quoi. Si vous allez chez le médecin en lui disant que vous avez mal au genou alors que véritablement vous avez mal à la dent, Bien sûr, vous avez peu de chances d'être soigné au bon endroit. Et que vous oubliez de dire que vous avez des antécédents sur le sujet. Oui, Voilà, vous risquez de sortir certes avec une solution, mais peut-être pas la adaptée bonne, à votre ouais, c'est problème. ça. Donc après, il en va de la bonne situation et de la bonne santé du patrimoine de nos investisseurs. Donc Et ben on finira là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni, et merci Cédric Genet, associé fondateur chez Cara Capital. Merci de nous avoir expliqué en fait comment se protéger contre soi-même finalement quand on est épargnant. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine, où nous donnons chaque jour la parole aux experts du secteur afin de décrypter les enjeux et les tendances de la gestion de votre patrimoine. Et nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, qui revient du coup en plateau. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui, au sommaire, tout d'abord, dans le Club Macro, nous allons retrouver Laurent Calvet, gérant obligataire chez Tikehau Capital. Nous parlerons de l'investissement à impact dans la gestion obligataire. Et ensuite, dans le Club Action, nous recevrons Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville. Nous parlerons des NFT. On se demandera si ces NFT peuvent être considérés comme un vrai placement. Comment protéger son conjoint et tirer le mieux d'une loi peu adaptée quand on est une famille recomposée? On en parlera en toute fin d'émission avec Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, docteur en droit et diplômé notaire. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, notre invité est Laurent Calvet, gérant obligataire chez Tikehau Capital. Alors, l'impact, l'investissement à impact, on en parle beaucoup. C'est un sujet à la mode. Derrière se cache une réalité, l'urgence climatique. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette urgence à opérer une transition énergétique. On en parle avec vous. Laurent, comment allez-vous? Bonjour, ça va. Bonjour, Merci. bienvenue. Bonjour. Alors, on sait qu'il y a urgence. C'est vrai que beaucoup, quand même, se demandent encore si derrière cette histoire de gestion à impact, investissement à impact, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu marketing. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et entre positionnement marketing et véritable volonté de faire changer les choses, il faut bien faire la différence. Mais à côté de ça, l'urgence à opérer une transition énergétique et écologique est bien présente. Alors ça, c'est vrai que c'est très, très important. Il y a ces histoires de changement d'habitude, donc à petite échelle, à plus grande échelle. C'est pour ça que l'importance que les sociétés s'y mettent, c'est une chose. Mais c'est vrai que je vous ai entendu parler de transformation systémique de nos économies. Déjà, qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Alors oui, le challenge, c'est de transformer de façon systémique l'économie, donc le système dans sa globalité. Et ça représente les 3/4 de l'effort à faire. Mais il faut d'abord juste savoir de quoi on parle. C'est l'objectif, il est assez précis et la direction elle est claire, c'est la division par 2 de nos émissions carbone d'ici à 2030 pour arriver à une économie neutre en carbone en 2050. Ouais, donc c'est demain. Et pour arriver à ça, il faut réformer le système. Parce que si les changement d'habitudes personnelles, c'est très bien. C'est un bon début, on va dire. Ça représente un quart à peu près de l'effort. Si vous vendez votre voiture et que vous prenez les transports, c'est très bien. Mais si le bus que vous prenez continue à marcher au diesel, votre trajet va continuer à émettre du carbone. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut modifier le système économique. Et en termes d'investissement, ce que ça représente pour arriver à une division par 2 à peu près, parce que depuis 1970, donc ça fait 50 ans qu'on a une croissance qui n'est pas soutenable. On a on est à 40 milliards de tonnes de CO2 par an émis. Et il faudrait revenir sur les niveaux de 1970. Donc en fait,
défaire 50 années de croissance non soutenable. Et l'Agence internationale de l'énergie estime à 4 trilliards, donc c'est 4 000 milliards, le montant d'investissement nécessaire d'ici à 2030 pour arriver à cette division par 2 de nos émissions carbone. Du coup, en termes d'épargne mobilisée, ça représenterait quoi pour qu'on ait un effet véritablement notable? Alors, 4 trilliards par an d'investissement d'ici à 2030, c'est ce qu'il nous faut. Sur le stock total d'épargne, ça représente 3%. D'accord, c'est ça le chiffre. Donc c'est vrai que 4 trilliards par an, ça représente, en absolu, c'est un chiffre qui... Là, 4 trilliards, c'est au niveau mondial Au niveau mondial. Et donc ce serait 3% de l'épargne mondiale. C'est ça, exactement. Okay. Donc quand on le prend en relatif par rapport à l'épargne totale, c'est on se dit que c'est faisable. C'est très atteignable. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on sait que malheureusement toutes les initiatives sur le marché justement ne sont pas sérieuses. On le voit déjà avec le bio. Enfin, on entend beaucoup d'histoires derrière les soi-disant bonnes intentions. Tout le monde ne fait pas forcément ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour détecter justement ceux qui font bien les choses et ceux qui font moins bien? Alors c'est vrai que comme dans toute tendance porteuse, vous avez cité le bio, c'est vrai que le Made in France c'est pareil, il y a toujours des passagers clandestins un petit peu qui viennent, et c'est vrai que, encore une fois, entre positionnement marketing et véritable volonté de faire changer les choses, il faut arriver à faire la distinction. C'est pour cette raison qu'il y a des instances comme l'Union européenne ou des régulateurs comme l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, ou la SEC, le gendarme boursier américain, qui poussent pour des obligations de transparence beaucoup plus importantes que ce qui sont mises en place aujourd'hui. Et donc, en tant qu'investisseur, si vous voulez vous assurer que votre argent va avoir un impact positif, donc soit pour l'environnement, soit au niveau social, soit de gouvernance, c'est avant tout bien comprendre la stratégie, regarder les prospectus, les reporting, analyser les principales positions. Et de l'autre côté, vous avez des labels comme le label LuxFlag, le label ISR, vous avez les articles SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation mis en place. Voilà, il y a plusieurs garde-fous, même si ce n'est pas encore la panacée. Mais et même s'ils sont parfois remis en cause, en témoigne le label ISR, où ils ont changé le comité justement parce qu'ils trouvaient qu'ils se demandaient presque s'il n'y avait pas une inadéquation entre la promesse et la réalité justement sur ce label ISR. Mais donc effectivement, en fait, ce que vous nous dites, c'est que ça passe forcément par la réglementation au niveau français, au niveau européen ou même au niveau mondial. Ça passe par une certaine réglementation, c'est sûr, mais ça passe aussi par un effort au niveau à la fois de transparence au niveau des sociétés de gestion qui apportent les produits aux investisseurs, et de la part des investisseurs aussi de la curiosité et chercher un petit peu à approfondir là où va leur argent. Oui, parce que j'ai entendu parler, c'est vous qui en parliez d'ailleurs, de cette étude sur 130 fonds, dont 72 finalement ne respectaient pas véritablement C'est pas qu'ils ne respectaient pas, c'est qu'ils se disent alignés avec les accords de Paris, donc pour un réchauffement limité à 1,5 degré. Et donc 72 d'entre elles, donc quand même plus de la moitié, ça représentait 153 millions de dollars d'exposition sur des entreprises impliquées dans la chaîne de production d'énergie fossile. Donc après, je veux dire, on peut investir dans des pollueurs, on en parlera certainement après, pour avoir un effet de décarbonation important. L'idée, c'est de les accompagner. Voilà, mais il faut juste être en adéquation avec l'intention du fonds ou la promesse qu'on fait aux investisseurs. D'accord. Alors c'est vrai que quand on pense investissement impact, on pense justement fonds à action, mais pas que. Puisque, vous, en plus, vous êtes là sur le plateau, vous êtes gérant obligataire, donc on se doute qu'on va parler crédit. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous mettez en place, justement, chez Tikehau? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu l'impact même dans les stratégies privées, en private equity, en dette privée également, ou en action quand on a des participations assez conséquentes dans les sociétés. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on a accès à toute l'information et on peut orienter les décisions stratégiques de l'entreprise dans une voie plutôt qu'une autre. La question se pose quand on fait de l'investissement en obligataire, au-delà des obligations vertes ou durables, quel impact moi je peux avoir en tant qu'investisseur quand j'ai 2, 3, 5 millions d'une souche obligataire de 500 millions. C'est ça. Finalement, l'idée c'est que l'impact,
positif pour l'environnement, Ouais. il faut utiliser tous les vecteurs possibles. Il faut y aller, faut attaquer sur tous les fronts. Et donc, ça passe avant tout en obligataire par l'engagement avec les sociétés, enfin ce que nous, on prône en tout cas, c'est et l'accompagnement, si vous voulez, essayer de jouer le rôle un peu de sparring partner, d'incubateur, pour pouvoir accompagner les entreprises et les faire accélérer dans leur stratégie climat. Alors vous avez une approche justement qui est pionnière chez Tikehau Capital en matière d'impact obligataire. Vous avez ce fonds qui a été lancé, c'est quoi, en juillet 2021, Tikehau Impact Crédit. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Quelle est peut-être la philosophie du fonds? Oui, alors sur l'aspect déjà, donc impact, on va s'intéresser sur le E, le ESG, donc c'est l'environnement. Dans toute méthodologie d'impact, vous avez les 3 piliers classiques qui sont l'intentionnalité, l'additionnalité, la mesurabilité, auxquels nous avons rajouté 2 autres piliers qui sont l'alignement d'intérêts et une partie externe qui va venir annuellement auditer tous nos travaux, justement pour s'affranchir un peu des accusations de greenwashing. Nous avons une théorie du changement pour ce fonds-là, qui est que nous voulons financer et activement engager avec des sociétés qui évoluent dans un très grand nombre de secteurs et qui ont le Quel secteur, par exemple? Par exemple, les secteurs prioritaires au sens de la taxonomie européenne, puisque pour décarboner l'économie, c'est bien d'investir dans des acteurs qui ont déjà une empreinte carbone faible, comme ce qu'on va appeler des acteurs purs, qui dérivent plus de 75% de leurs revenus d'activités vertes au sens de la taxonomie européenne, donc concrètement des gens qui font des panneaux solaires ou des éoliennes. Ça, il faut les financer, bien évidemment, mais pour avoir un effet maximal de décarbonation sur l'économie, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller voir les mauvais élèves de la classe, entre guillemets, et de les ramener au premier rang. Donc, de s'intéresser aux secteurs prioritaires au sens de la taxonomie européenne, comme les transports, l'industrie manufacturière, l'immobilier, où, en réussissant à amener les acteurs principaux de ces secteurs-là sur une trajectoire de décarbonation, avoir l'effet maximal au niveau systémique. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes gérant obligataire chez Tikehau Capital. On se retrouve tout de suite pour le Club Action. C'est parti pour le Club Action. Le Club Action, on va se poser la question des NFT. Peut-on les considérer comme un placement? On va revenir un peu sur ce que c'est qu'un NFT pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, avec Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville. Bonjour Thomas Daudeville. Bonjour Thomas. Bon, alors la question à 1 000 € en ce moment, peut-on vraiment les considérer comme un placement? Enfin, quand je dis 1 000 €, peut-être plutôt 10 millions, voire 100 millions d'euros, quand on voit les prix parfois de certains NFT. Juste avant, c'est toujours intéressant quand même de redéfinir ce que c'est. On en parle souvent dans le monde de l'art, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Un NFT, c'est basé sur la technologie blockchain. Quelle est votre définition à vous, Thomas Daudeville, de professionnel de la gestion du patrimoine? Quelle est l'explication que vous donnez aux épargnants qui sont en face de vous? Alors donc l'acronyme NFT, ça veut dire Non-Fungible Tokens, donc des jetons non fongibles. Alors on va reprendre la définition de fongible. Fongible, c'est quelque chose qu'on peut intervertir, interchangeable. Donc si par exemple vous me donnez une pièce de 1 € et qu'en échange je vous donne une autre pièce de 1 €, c'est intervertible. Ça va, ça nous va. Il n'y a pas de souci, ça a la même valeur, ça a la même structure. En revanche, si demain je vous donne un tableau de Picasso et qu'en échange vous voulez me donner un autre tableau de Picasso, il n'aura peut-être pas la même valeur et peut-être pas la même structure non plus. Donc là, ce tableau de Picasso, c'est un bien non fongible. D'accord. Et en fait, avec l'arrivée des NFT, ce sont comme des codes uniques qui permettent de rendre un élément fongible non fongible. En ce qui concerne des actifs numériques, pour le coup, ou pas forcément? Pour le moment, surtout, principalement des actifs numériques. D'accord. Puisque auparavant, si vous aviez une photo de vacances, finalement, vous pouviez faire copier-coller, l'envoyer à 50 personnes, elles avaient toutes la même valeur, elles étaient fongibles. En adossant un code NFT sur cette photo de vacances, vous créez un effet de rareté. D'accord. Cette photo devient unique, parce qu'elle est rattachée à un code unique. Mais on peut quand même la copier-coller. Oui, mais vous n'en êtes pas le propriétaire. D'accord. En fait, la seule différence, c'est qu'on est le propriétaire. Voilà, vous avez comme un titre de propriété numérique. D'accord. Et donc, à partir du moment où vous avez un actif qui devient unique, où il y a un effet de rareté, on peut finalement lui adosser un prix. Et souvent, les choses rares sont chères. Et alors, du coup, c'est indexé sur la technologie dite blockchain. La technologie blockchain, c'est également celle sur laquelle fonctionnent les crypto-monnaies. Donc, on a ouvert en fait cette technologie à une autre manière de fonctionner, des jetons, enfin ces NFT qui vont permettre de garantir quelque part la propriété d'une œuvre spécifique, et ça marche
très bien, en tout cas pour certains d'entre eux, parce que ça atteint des montants parfois faramineux. Quand on regarde l'artiste Beeple ou encore la levée de fonds de la société Sorar, là, on parle en millions, voire en dizaines de millions. Alors en fait, c'est vrai que c'est un phénomène que le grand public connaît peu, mais finalement, c'est des niveaux d'actifs qui sont absolument colossaux. Ouais. Typiquement, vous parliez peut-être que vous avez eu dans votre enfance, comme moi, des cartes Panini, Bien sûr, joueurs de football. Si j'avais su, je les aurais regardées. Voilà, on les échangeait pendant la cour de récréation. Il y avait des cartes qui étaient plus ou moins rares. Et voilà, c'était un peu le principe. Il y en avait même qu'on ne voyait jamais. Et Sorar, qui est une entreprise française, a créé à peu près le même écosystème, mais avec des cartes digitales. Donc, ce n'est pas une carte que vous allez amener dans la cour de récréation. C'est une carte que vous allez voir sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Sur le papier, vous pouvez très bien trouver demain des cartes digitales sur Internet. Vous faites un copier-coller, finalement, on peut avoir l'impression d'en être propriétaire. Mais ils ont adossé à ces cartes digitales des NFT, et parfois des NFT uniques. D'accord. Et notamment sur une carte de Cristiano Ronaldo, le joueur de football. Et là, on ne rigole plus du tout, parce que les montants, on est autour de 300 000 $ pour cette carte. Incroyable. Que vous pouvez trouver demain sur Internet en tapant Cristiano Ronaldo Sorar. Mais vous avez ce type de propriété qui fait que cela vous appartient. Et alors derrière, il y a quand même aussi parfois des services associés, c'est-à-dire qu'on a la carte et on a la possibilité de rentrer dans un club, d'avoir accès à des événements un peu privés ou autres. Ça, c'est pour les cartes, mais il y a aussi des artistes. Enfin, on achète une œuvre d'art en fait en NFT et le plus connu, c'est l'artiste Beeple. Et Beeple, quand on lit un petit peu la façon dont il a créé et la façon dont il a pu vendre son art au fil du temps, il avait presque rien vendu, voire rien vendu du tout avant l'avènement des NFT. Et là, la dernière œuvre, 69 millions de $, c'est impressionnant quand même. Oui, alors là, c'est soit la beauté, soit à l'inverse, le côté un peu spécial de la partie NFT. Beeple est un artiste qui a compilé un peu plus de 5000 dessins qu'il a fait sur une dizaine d'années et qu'il a compilé au sein d'un seul et unique collage. Et il a adossé à cette œuvre un code NFT et qui a été vendu aux enchères en mars 2021, effectivement, pour la somme de 69 millions de $, donc c'est des montants considérables. Et c'est vrai que le monde de l'art, il y avait peut-être cette limite de ne pas avoir ce type de propriété sur une œuvre. Et aujourd'hui, avec le NFT, il y a cette possibilité de se dire je suis le propriétaire d'une œuvre unique grâce à ce code que je vais loger ensuite dans la blockchain pour le protéger. Bon, alors on a compris comment ça fonctionnait, on a compris que ça pouvait s'adresser du coup à des œuvres d'art ou alors à des cartes Panini. Là, effectivement, on l'imagine moins comme un placement, mais pourquoi pas. Que dit le professionnel de la gestion de patrimoine quand on vient vous voir et qu'on vous dit j'ai envie d'aller sur les NFT, il faut que j'aille sur les NFT absolument, parce que telle ou telle personne y est allée. Vous considérez ça comme un placement? C'est vrai que c'est complexe parce qu'on parle du monde de l'art, donc en fait acheter un Picasso, tout le monde comprend que c'est un placement. Acheter une œuvre digitale avec un NFT, on devrait trouver ça aussi évident, mais en même temps, on se pose un peu la question, quoi. Je pense qu'intellectuellement, on n'est pas encore vraiment prêt. Si demain, je vous dis, vous allez offrir une œuvre digitale à un proche qui coûte 5 000 $, alors que finalement, vous pourriez faire malheureusement un copier-coller sur votre ordinateur, mais comme vous êtes propriétaire du titre NFT, c'est bien vous le propriétaire unique de cette œuvre. Il y a encore un cap que tout le monde n'a pas franchi. Et donc, c'est vrai que, ça ouvre des secteurs énormes, parce que le monde de l'art, c'est un secteur qui est extraordinairement vaste. Oui, bien sûr. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être un des secteurs qui va être le plus touché, mais au sens peut-être positif, ça va peut-être aussi révéler des nouveaux artistes. Et c'est forcément... non, c'est pas forcément des nouvelles œuvres. On peut aussi utiliser un NFT maintenant pour des œuvres physiques, par exemple, pas que des œuvres digitales. Alors oui, tout à fait. Ça commence petit à petit, puisque en fait, ça reste un type de propriété qui est numérique. Donc, on pourrait tout à fait l'adosser avec un actif physique. Il y a des dérivés dans la technologie des NFT, notamment avec des sociétés comme Goods ID qui travaillent dans le domaine du luxe et qui utilisent ce type de technologie, pas celle-là exactement, mais ce type de technologie pour avoir des certificats digitaux de propriété de biens physiques. Mais vous, Thomas, qu'est-ce que vous disent vos clients? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est intéressant de le savoir aussi. Alors, c'est un peu comme pour le Bitcoin, vous avez les pros NFT qui ne pensent que par ça et qui voient le futur de certaines classes d'actifs là-dedans, et d'autres, ceux qui n'arrivent pas à franchir le cap et qui sont plutôt anti-NFT, très réfractaires, parce que finalement, l'histoire de la photo avec laquelle on adosse un code NFT, pour beaucoup, la propriété n'est pas essentielle en fait. Et les professionnels de la gestion de patrimoine, du coup, ils voient ça comme un placement ou ils disent que c'est trop tôt pour... Pour l'instant, c'est encore trop tôt. D'accord. C'est
tellement volatile, il y a quand même un niveau de risque qui est assez élevé. Alors c'est pareil que pour le Bitcoin, hein. Il y en a qui ont fait des fortunes sur les Bitcoins. On entend moins parler de ceux qui ont perdu beaucoup d'argent. Bien sûr. Ouais. Et sur les NFT, pareil. Je pense que là, on entend parler des belles histoires hein, avec Beeple, Sorare. C'est des cas, on va dire, assez exceptionnels. Ça reste un univers encore assez peu développé et pas encore assez suffisamment, on va dire, réglementé pour qu'un conseiller en gestion de patrimoine, en tout cas comme moi, puisse le conseiller. D'accord. Alors pourtant, on voit que les musées, eux, s'y mettent. Est-ce que ça, c'est un facteur qui peut venir rassurer, où on se dit les musées, les galeries, aujourd'hui se disent qu'ils sont obligés d'aller sur les NFT, qu'il faut y aller absolument. Alors ça peut être un effet de mode, évidemment, mais là, est-ce que ça peut être un facteur rassurant pour un investisseur qui voudrait placer une partie de son argent dans l'art et dans les NFT pour le coup ? Plus vous allez avoir d'acteurs qui vont être sensibilisés et qui vont être investis dans la technologie des NFT, c'est un peu comme les crypto-monnaies. On vous aurait parlé de crypto-monnaies au début des années 2010. Il y avait quelques personnes qui étaient au courant de ce type de technologie. On vous aurait dit, allez-y, investissez 5 000 € sur le Bitcoin. Je pense que ni vous ni moi, nous aurions eu envie d'investir à l'époque. On aurait dû. Oui, on aurait dû. Aujourd'hui, le Bitcoin est quand même très développé, les crypto-monnaies aussi. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre sujet, mais c'est un peu pareil pour les NFT. Finalement, dans quelques années, on en aura peut-être partout. Pour la diversification, est-ce que c'est bien quand même en investissant peu ? Je suis un apôtre de la diversification, mais ça reste vraiment une partie très petite du patrimoine. On a quand même des clientèles patrimoniales. L'objectif, c'est d'avoir des actifs. Un des premiers objectifs, ça reste une volatilité faible. Hein. Le fonds euro, ça reste le placement préféré des Français. Donc le passage entre le fonds euro et le NFT, il y a, bien sûr, il y a quelques étapes à faire auparavant. Et puis surtout, il y a un nouvel enjeu en fait finalement pour les professionnels de gestion de patrimoine, c'est que non seulement on propose ou non un placement, mais en plus il y a cette notion maintenant de protéger son placement numérique, que ce soit sur le crypto-monnaie avec son wallet ou sur le NFT. Et là, c'est un nouveau monde presque qui s'ouvre pour le gestionnaire de patrimoine, c'est de dire maintenant il faut faire attention aussi parce que c'est que du digital. Oui, c'est vrai que souvent, on a souvent opposé en France, par exemple, l'immobilier et les actions en disant moi j'investis dans l'immobilier, c'est du concret. Comme si les actions, c'était pas du concret, alors que les actions, vous êtes actionnaire d'une société avec des salariés, des produits. Et maintenant, il y a les NFT. Alors là, il y a les NFT, donc on passe quand même un cap assez fort en termes du côté virtuel. Après, les NFT, il y aura sûrement des applications, je pense, dans le monde réel, dans les années à venir. Merci beaucoup Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville, de nous avoir un petit peu décrypté ce sujet qui est le NFT et nous avoir fait comprendre que c'est peut-être un peu trop tôt pour le considérer comme un placement, en tout cas quand on est un professionnel de la gestion de patrimoine. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et merci d'être avec nous pour le Club Expert. Aujourd'hui, nous retrouvons Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, diplômé notaire, docteur en droit, bien entendu. Et nous allons parler ensemble de famille recomposée. Bonjour, Maître. Bonjour. Bonjour à Bienvenue. vous. Alors, comment protéger son conjoint et tirer le meilleur d'une loi qui n'est pas forcément très adaptée quand on est une famille recomposée? Bon, déjà, on va peut-être, même si tout le monde sait de quoi on parle, bien sûr, a priori, rappeler ce qu'est une famille recomposée. Alors, vous avez raison, il faut déjà bien poser le débat et repartir dans notre enfance avec les contes de fées. Souvenez-vous, Cendrillon et Blanche-Neige sont des merveilleuses héroïnes, mais si elles ont un papa aimant, elles ont une belle-mère, une marâtre, comme on disait. Ouais, je me souviens bien, je ne sais pas Nicolas, mais Cendrillon... Ah bah oui. Et donc, à partir de là, je comprends que Cendrillon, ça vous a marqué plus que Nicolas. Hein, si, j'aimais bien. Voilà. Et donc, à partir de là, la difficulté, vous l'avez bien compris, nous avons affaire à un couple qui souhaite bien se protéger, mais qui a un enfant ou plus de précédentes unions. Et ça peut être des deux côtés. On a même des structures aujourd'hui dans lesquelles un couple veut, par exemple, se marier et chacun a un enfant d'une précédente union. Et donc, il y a effectivement une difficulté particulière à protéger le conjoint, puisque vous le voyez bien, on cherche à la fois à dire « je veux que mon conjoint puisse conserver son cadre de vie », mais pour autant, j'ai des enfants qui ne sont pas communs. Et donc, il y a des tensions qui vont pouvoir dégénérer dans des drames, comme dans Barbe Bleue, si rien n'est fait.
Oui, parce que je me souviens ça pas que fait peur. ces questions-là aient été posées dans Cendrillon ou Blanche-Neige. Non. pour le coup. Exactement, À mon avis, exactement. Mais c'était j'étais abordé à l'époque, différemment. Voilà. je ne travaillais pas encore, donc Le club expert n'existait pas. exactement. Et alors, quel régime de conjugalité le plus adapté pour Alors, protéger vous avez son conjoint parfaitement raison. Là, on va revenir aux 3 petits cochons. D'accord. On peut Très imaginer, imagé, ouais. exactement, on peut imaginer le concubinage avec la maison de paille, très D'accord. fragile, donc évidemment, il n'y a aucune protection. Un petit peu mieux la maison de bois. D'accord. Donc là, on se protège un peu mieux du loup et notamment du prédateur fiscal, puisqu'il y a une exonération totale du conjoint survivant dans le cas du Pacs. Et alors, qu'est-ce que c'est la maison de bois? Parce que du coup, la et- maison de paille, c'est le ça concubinage. Eh ben, la maison de pierre, C'est- la maison, donc le Pacs, et Pacs. ensuite Le la Pacs, maison d'accord. de pierre, c'est bien évidemment le mariage. Donc D'accord. oui, il faut se marier si on veut vraiment bien protéger son conjoint. Néanmoins, c'est là que ça devient compliqué, le Code civil n'est pas très bien fait là-dessus, puisqu'il reconnaît, en cas de mariage avec enfant non commun, 25% en pleine propriété. Donc vous D'accord. voyez qu'on va doublement pénaliser et le conjoint qui dit « Ah mais c'est pas tout à fait ce que je veux, moi je voulais plutôt conserver un cadre de vie », il peut convertir ces 25% en pleine propriété sur la résidence principale, mais c'est pas tout à fait pratique, en réalité ce se voit un peu plus étendu ce qu'il veut. Et puis d'autre part, eh bien, moi je me dis, si je protège avec 25% mon conjoint, eh bien je lèse mes enfants de 25%. Bien Parce sûr. que ça ira Ouais. vers mon conjoint qui, notamment à raison de sa propre réserve héréditaire, va transmettre à Ses au enfants moins un... et pas mes enfants. D'accord. Exactement. Voilà la difficulté. Donc, la solution existe. Ça s'appelle un testament, D'accord. dans lequel je vais le priver de son quart en pleine propriété pour lui reconnaître, au contraire, 100% en usufruit, pour qu'il ait de la jouissance sur D'accord. l'ensemble du Donc on patrimoine. protège son conjoint avec cette dissociation nue propriété usufruit. Exactement. Pour le temps de son vivant, mais Exactement. à son décès, ça revient à mes enfants. Donc, je lui dis, voilà, tu vas conserver tout le cadre de vie que tu connais aujourd'hui D'accord. en usufruit. En plus, il est exonéré fiscalement, ça réduit la fiscalité de mes propres enfants, qui peuvent d'ailleurs être communs, partiellement, en tout ou partie avec mon conjoint. Et puis eux, ayant la nue propriété, eh bien, sans fiscalité, sans formalité, ils recevront le patrimoine au décès Voilà. de mon conjoint. Donc de l'usufruit sur mesure. Exactement. Et si je ne m'entends pas avec mes enfants et que je veux les punir, je peux même aller un peu plus loin, plus vicieusement, avec 25% en pleine propriété pour mon conjoint et 75% en usufruit. Je rappelle que seul le mariage, vous voyez la supériorité de cette maison des petits cochons, c'est pour ça qu'ils arrivent à bien se protéger du loup, seul le mariage permet de raboter la réserve héréditaire, parce que sinon D'accord. les enfants vont dire, notamment dans le cadre d'un Pacs, ah mais nous sommes des héritiers réservataires, donc en pleine propriété, et là, l'usufruit ne nous plaît pas du tout, parce que nous voulons avoir nos droits maintenant. D'accord. Et comment renforcer les pouvoirs? Alors là, on va aller chez Un autre Hansel conte. et Gretel. Voilà, on va mettre On aura une donc jolie fait tous les petite contes. maison, exactement, avec du pain d'épices. Il faut effectivement une société civile. Je m'explique. Si on a fait un démembrement, usufruit une propriété sur ma résidence principale, et que 15 ans plus tard, mon conjoint se dit ce n'est pas adapté, je veux changer parce que j'ai besoin de me rapprocher d'un enfant, parce que j'ai des besoins médicaux, je veux maintenant que tout soit de plein pied, etc. Eh bien, il va être malheureux parce qu'il ne peut pas vendre sans l'accord des enfants, qui sont D'accord, les propriétés. D'où l'intérêt de la société civile, qui est cette maison de pain d'épices dans laquelle on va protéger le patrimoine, et je vais lui reconnaître statutairement la gouvernance, la gérance dans la société. Ce qui fait que, en cas de décès, on a bien le démembrement, usufruit une propriété, tout le monde est content, Ouais. mais il y a également la liberté pour le gérant de vendre la résidence principale, D'accord. encaisser le prix. Alors j'ai dit la résidence principale, ça peut être un autre bien, encaisser le prix au nom de la société et le réinvestir à quelque chose de plus adapté. Les enfants ne sont lésés en rien puisqu'on est simplement en train de modifier le patrimoine de la société. Et ils peuvent faire un recours, les enfants, pour des raisons plus Ah non, émotionnelles que juridiques. non, puisqu'à partir du moment où c'est encapsulé en société civile, c'est bien le gérant, dès lors qu'il ne laisse pas la société. Si évidemment il repart avec les capitaux, ça pose un problème, et là, il s'expose à quelques ennuis. Il y en a qui l'ont essayé, mais ils ont eu des ennuis. Et donc là, le but, c'est vraiment de dire, mon conjoint survivant va pouvoir décider, arbitrer, mais le patrimoine reste démembré à travers les parts sociales. Hein. Donc, D'accord. les enfants ont toujours la nue propriété du tout et mon conjoint l'usufruit du tout. D'accord. Merci beaucoup, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, Merci, donc Maître. docteur en droit et diplômé notaire, de nous avoir expliqué un petit peu ces enjeux de la famille recomposée quand on veut protéger son conjoint. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine, un Smart Patrimoine avec un retour de Laura en plateau après 2 semaines où vous étiez à distance pour le coup. Absolument. Un plaisir de vous retrouver en plateau. Un plaisir d'être là de nouveau. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.